Bienvenue à ce tête-à-tête avec Leucan. Mon nom est Lisa Noux, je suis la directrice de l'engagement et des relations avec les donateurs. Je vous remercie énormément d'être présente et présent, de prendre du temps dans vos agendas chargés pour vous informer de l'impact que vous avez pour les familles d'enfants atteints de cancer, que ce soit parce que vous avez fait un don, que vous avez participé à une de nos activités ou que vous avez fait du bénévolat. On commence à l'heure parce qu'on veut vraiment être respectueux de votre temps. J'imagine que beaucoup d'entre vous prenez votre heure de dîner avec nous pour être avec nous. Donc, on vise à ne pas dépasser 45 minutes pour que vous puissiez retourner à vos occupations régulières. Il y aura à la fin de la discussion du temps pour des questions, faire des commentaires. Ce sera dans la section questions-réponses. C'est le petit icône en bas de votre écran. On voit Q&A. Donc, si vous le voyez, ça va être avec ça que vous pourrez poser vos questions. Donc, en attendant que l'ensemble des participants finissent d'accéder au Zoom, je vous invite à l'écrire justement dans le question-réponse d'où vous venez parce qu'on a des gens qui se sont inscrits partout au Québec. Ça va nous donner une petite idée d'où les gens proviennent, là, ceux qui sont avec nous. Donc, je vois Terrebonne, Montréal, le secteur de l'éducation, Lavaltrie, Montréal encore, Cowansville, Québec, Sainte-Marie-Madeleine, Québec encore, bonjour Québec, Sorel-Tracy, des gens au Saguenay, à Montréal encore, Saguenay aussi, Saint-Lambert, Saint-Eustache, Montmagny, Lévis, Québec encore, Québec, Saint-Amable. Donc, ouais, ça fait une belle répartition géographique. Merci, merci tout le monde d'avoir participé à notre question-réponse. Le contenu de notre discussion aujourd'hui, c'est l'importance de la recherche clinique pour lutter contre la maladie et améliorer les traitements. Donc, avant de vous présenter nos panélistes, j'aimerais commencer par un petit sondage qui va s'afficher à l'écran. Donc, ça ne devrait pas être très long. Donc, depuis de sa fondation, combien de dollars a investi le camp en recherche clinique? Et vous avez un choix. Est-ce que c'est plus de 5 millions, plus de 10 millions, plus de 25 millions et plus de 45 millions? Donc, je vous laisse une petite minute pour répondre. Alors, est-ce qu'on peut avoir les réponses? Alors, plus de 25 millions, c'est la bonne réponse. Ça fait plus de 45 ans que le camp est en activité. Donc, depuis tout ce temps, c'est un des éléments vraiment importants de notre mission. Donc, plus de 25 millions, c'est quand même beaucoup de sous. Alors maintenant, j'aimerais vraiment vous présenter ma collègue Élodie Bergeron, qui est directrice service aux familles chez Recherche et Partenariat. Bonjour, Élodie. Bonjour, Lisanne. Élodie, ça fait plusieurs années que tu travailles à Leucan. Parle-nous un peu de ton rôle. Oui, alors, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. C'est vraiment un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Donc, moi, ça fait 3 ans que je suis à Leucan comme directrice des services aux familles, de la recherche et des partenariats. Donc, moi, je travaille avec une grande équipe d'intervenants partout au Québec, comme vous. Hein, on a vu que vous veniez de partout. Donc, notre objectif au service, c'est d'offrir des services adaptés aux besoins des enfants atteints de cancer et de leur famille. Je m'occupe aussi du volet des partenariats, donc je travaille beaucoup avec les centres hospitaliers et je m'occupe du volet de la recherche clinique et de la recherche psychosociale également. Donc, vous avez répondu au sondage. La majorité des réponses étaient bonnes. Vous avez vu que Leucan, depuis sa fondation, a investi plus de 25 millions dans la recherche clinique. Je vous dirais qu'aujourd'hui, en 2024, on arrive à investir près de 1 million, un petit peu plus de 1 million par année en recherche clinique, ce qui fait de Leucan le plus grand bailleur de fonds en recherche clinique au Québec. Puis les montants, la façon dont ça fonctionne, c'est que les montants qui sont octroyés par Leucan sont divisés dans les 4 centres hospitaliers pédiatriques du Québec qui font de la recherche clinique, qui sont le CHU Sainte-Justine, l'Hôpital de Montréal pour enfants, le CHU de Sherbrooke et de Québec. Donc, cet argent permet aux équipes de recherche dans les hôpitaux de mettre en place des protocoles expérimentaux
dans le but de soigner les enfants avec les meilleurs traitements possibles. Donc, on va vous en parler plus en profondeur aujourd'hui. Alors, je suis accompagnée du docteur Bruno Michon, qui est hémato-oncologue pédiatrique et aussi chef du département d'hémato-oncologie au Centre Mère-Enfant, situé au CHU de Québec. Donc, Dr Michon travaille en oncologie pédiatrique depuis plusieurs années et collabore avec l'UQAM à tous les jours dans sa pratique. Donc, nous, on travaille ensemble régulièrement. On va se permettre de se tutoyer. Alors, bonjour Bruno. Bonjour, Elodie. Ça va bien? Oui, toi aussi. Oui, ben oui, merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, on va vouloir démystifier, expliquer un petit peu plus c'est quoi la recherche clinique, en quoi c'est essentiel pour les enfants. Mais avant, je voulais qu'on parle un petit peu de la collaboration entre les équipes médicales et les équipes de l'EUQAM. Parce qu'en fait, l'EUQAM a du personnel qui est présent dans les centres hospitaliers et qui collabore au quotidien avec les équipes médicales. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus, Bruno, comment c'est vécu dans le quotidien, dans ta pratique, la collaboration avec les équipes de l'EUQAM. En fait, au quotidien, c'est palpable et très essentiel la présence de l'EUQAM. En fait, c'est incontournable. Dans mon quotidien, il y a les enfants dans la salle d'attente, la salle de jeu, où ils attendent pour voir le médecin, qu'il y a l'éducatrice de l'EUQAM qui est complètement financée par l'EUQAM. Après ça, il y a des intervenants psychosociaux qui aident les familles au quotidien pour justement les besoins psychosociaux, les besoins financiers. Donc, ils ont leur bureau dans l'hôpital, donc ils interagissent avec les familles, ils travaillent avec nous. Donc, on les voit à la clinique externe à l'étage, ces personnes-là. Puis, il y a toute la recherche clinique aussi qui fait partie du traitement des enfants puis du quotidien qui fait que l'EUQAM est très impliqué là-dedans. Donc, beaucoup d'aspects s'entrecoupent. Et donc, pour nous, les équipes traitantes, c'est essentiel l'apport de l'EUQAM. Puis c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, on parle de la recherche clinique, mais en fait, il y a plein de facettes que l'EUQAM aide les familles et les équipes traitantes. Donc, tous les services aux familles, mais aussi le traitement de l'enfant qu'on va parler, qui est la recherche clinique, en fait. Super. Tu as parlé justement des intervenants psychosociaux qui sont présents dans les hôpitaux. Je pense qu'un des volets qui est intéressant, c'est le fait qu'on soit présent dans les unités d'oncologie pédiatrique, puis qui permet vraiment d'être très collé dès le moment du diagnostic. L'UQAM entre en jeu. Est-ce que ça fait une différence de votre côté pour les équipes que la famille puisse recevoir du soutien très rapidement, là, autant au niveau financier, au niveau psychosocial? Ça fait une énorme différence parce que comme tu disais tantôt, ça fait plusieurs années que je suis là, puis ça a toujours pallié aussi, c'est plate à dire, mais il y a quand même des manques, là, des besoins qui sont non comblés par l'hôpital. Donc, ces intervenants psychosociaux-là ont toujours comblé ces manques-là, de manque de services sociaux, manque de différentes ressources euh, euh, qu'on tente d'améliorer, là, mais c'est pas toujours facile de faire des demandes de services dans les centres hospitaliers. On est en période de rationnement. Donc, c'est vraiment essentiel. Donc, ces intervenants-là qui arrivent au jour 1 du diagnostic de cancer et qui suivent les familles tout le long, qui les voient dans les activités, des fois pour les familles. Donc, c'est vraiment tout un continuum. L'éducatrice dans la salle de jeu, même chose. Donc, non, ça fait vraiment toute la différence. Moi, j'ai vu une époque où on manquait vraiment encore plus de personnel que maintenant, puis le camp permettait d'avoir un service qui se tient parce que tu ne peux pas avoir un service d'oncologie pédiatrique sans de l'aide psychosociale. Puis le camp l'a toujours fourni grâce aux dons des gens. Donc, c'était mis aux bons endroits, aux endroits d'aide aux familles, mais aux endroits du traitement aussi parce que c'est quand même au niveau médical, c'est sûr que le traitement le plus efficace, ça demeure la priorité numéro un. Euh, mais l'aide autour de la souffrance, de la maladie, c'est essentiel aussi. Donc, vraiment, ces deux aspects-là sont bien traités par le cas. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est là la force de la collaboration. Tu l'as dit, quand un enfant reçoit son diagnostic, c'est la course un peu au traitement pour trouver le meilleur traitement pour le guérir. Mais à travers ça, il y a évidemment
une famille qui reçoit un diagnostic dont la vie est chamboulée là, du jour au lendemain. Souvent, un des deux parents quitte son emploi, ils ont besoin de soutien financier, besoin de soutien, d'écoute, d'accompagnement. Donc, le camp est là justement pour prendre soin de tous les besoins autour, pour permettre aux parents vraiment de se concentrer sur la guérison de l'enfant. À travers justement les traitements qui vont être suggérés là, et planifiés par l'équipe médicale. Fait que je pense que c'est un travail vraiment main dans la main là, au Et puis, j'ai quotidien. même oublié aussi au quotidien, il y a aussi les massothérapeutes qu'on Mhm. voit aussi chaque jour qui contribuent à la qualité de vie des familles, là, autant en ambulatoire qu'en hospitalisation. Tout à fait. Ben oui, puis qui va aider justement avec la douleur, avec Mm. l'anxiété, le stress et tout ça. Fait que je pense qu'au quotidien, là, la présence de l'EUCA fait en sorte je pense qu'on a un tout pour répondre à l'ensemble des besoins là, des familles. Super. Fait qu'on peut tranquillement aller vers notre sujet principal qui est la recherche clinique. Puis je fais attention depuis le début, je mentionne recherche clinique parce que c'est vraiment ce que le camp finance. Maintenant, j'aimerais ça que tu nous expliques pour monsieur, madame, tout le monde, quand on élabore un nouveau traitement pour le cancer, c'est quoi les différentes étapes? Puis à quel moment la recherche clinique vient là, s'insérer là-dedans? Là? En fait, c'est très important ça comme concept parce que la recherche clinique, c'est vraiment un type de recherche en particulier qui est très concret. Donc, pour répondre à ta question, le processus pour en arriver à un traitement, c'est, bon, premièrement, il faut développer le traitement. Donc, ça, il peut y avoir une partie en laboratoire où là, c'est la recherche plus laboratoire fondamentale qui est beaucoup plus loin du patient. Mais après ça, la recherche clinique, c'est vraiment tout de suite le traitement au patient. C'est là où on utilise les nouvelles molécules, les traitements. Dans le cas de l'oncologie pédiatrique, la recherche clinique a fait toute la différence au cours des 30, 40 dernières années. C'est ça qui fait que l'oncologie pédiatrique, ça a vraiment progressé d'une façon spectaculaire. Oui, il y a beaucoup de travail à faire encore dans plein de diagnostics, mais il y a des tumeurs qui ont passé d'un pronostic de genre 30% à 90%, vraiment grâce à la recherche clinique. Vraiment recherche clinique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les médicaments existaient déjà, donc, mais la recherche clinique a fait développer des recettes, des protocoles, puis la combinaison de ces médicaments ensemble avec des phases de traitement, puis combien de temps on traite, puis tout ça, c'est beaucoup empirique, la recherche clinique. C'est-à-dire qu'au début, ils ont mis des médicaments ensemble et là, ils ont vu que ça marchait. Donc, 2 ans plus tard, par exemple, dans le cadre d'un protocole d'étude aussi, parce que là, on ne peut pas faire ça n'importe comment, c'est toujours sous forme d'étude. Là, on compare la recette qui a montré un succès et là, on ajoute quelque chose selon d'autres études qu'on a faites qui nous montrent que peut-être ça ajouterait quelque chose. Et là, d'année en année, les recettes se sont bonifiées, 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 ce qui fait que ça a passé comme ça de pronostics vraiment mauvais à très bons pronostics pour plein de tumeurs. Et c'est sûr que la recherche plus fondamentale a fait développer aussi des molécules qu'on a pu greffer à ces recettes-là. Parce que oui, il y a les chimios, les vieilles chimios qui ont quand même vraiment amélioré beaucoup les pronostics. Puis là, maintenant, dans les années plus récentes, ben là, c'est les molécules vraiment plus nouvelles qu'on greffe aux vieux protocoles. Donc, grosso modo, la recherche clinique, en fait, euh, c'est le traitement du patient, mais puisque c'est une bonification d'année en année, de protocole à protocole, ben, il faut mettre ça sous le couvert de la recherche parce que tu ne peux pas comme ça ajouter un médicament ou rapprocher l'intervalle entre deux traitements. Comme ça, un médecin tout seul de son bord. Il faut vraiment que ça soit protocolisé, autorisé par Santé Canada, les comités d'éthique, tout ça. Il y a tout le régulatoire associé à ça qui est vraiment d'une lourdeur bureaucratique importante. Mais c'est vraiment important parce que le traitement standard, c'est le vieux traitement. Donc, ce que le système de santé paye, c'est le traitement standard, c'est-à-dire le traitement qui est publié dans le livre, mais le livre, il date d'il y a 10 ans. Donc, le traitement de recherche clinique, donc le patient n'est pas un cobaye, là. Le traitement de recherche clinique, c'est on compare le traitement standard
à une bonification du traitement, mais qui doit être classifiée comme une recherche parce que l'ajout ou la modification un peu de la recette, ben, tu n'as pas le choix de me dire que c'est de la recherche parce que ça n'a pas été encore prouvé. Mais c'est qu'il y a plein d'études qui disent que la recherche clinique, les protocoles d'études en oncologie pédiatrique, le fait de participer à ça, ça augmente le pronostic des enfants. Donc, juste le fait de participer à l'étude, ça augmente le pronostic des enfants. Et souvent, le bras expérimental a fait soit mieux ou égal au standard. Fait que ce qui fait qu'à chaque protocole, le pronostic s'améliore. Donc, en leucémie aiguë lymphoblastique, c'est exactement ça que ça va faire. Chaque protocole, depuis 30 ans, a fait mieux que le protocole d'avant. Puis c'est comme ça que ça. Donc, c'est pas une question d'être un cobaye, c'est vraiment une question d'avoir accès au traitement le plus à la fine pointe, euh, puis de pouvoir le recevoir, ce traitement-là, parce que je ne peux pas donner ça à quelqu'un si je n'ai pas une équipe de recherche clinique. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que toute une équipe d'assistants de recherche, d'infirmières de recherche, qui te permettent d'avoir accès à ces protocoles-là, de les faire autoriser par le Comité d'éthique, Santé Canada, tout ça. Et ça a de l'air banal, mais vu que, bon, les enfants, c'est une clientèle vulnérable, il faut vraiment que ça soit tout éthique et vraiment, tu sais, vraiment tout à fait légal et éthique. Donc, c'est toute une lourdeur qui fait que tu as besoin d'une équipe et cette équipe-là n'est pas payée par le système de santé. Donc, pour pouvoir donner accès à ces protocoles-là qui sont meilleurs pour le patient, ben, il faut une équipe et cette équipe-là, il faut la payer avec des fonds. Puis vu que c'est des protocoles, ça c'est important de le dire, c'est pas du tout les compagnies pharmaceutiques là, qui font ces protocoles-là, c'est des consortiums. Par exemple, le plus important, c'est le Children Oncology Group. Ça, c'est un consortium de tous les centres d'oncologie pédiatrique d'Amérique du Nord et du monde, plusieurs centres au monde, que les grands centres comme New York, Boston, tous les grands centres sont membres de ça. Et les protocoles sont issus de ce consortium-là. Tous les grands experts cogitent sur quel devrait être le nouveau protocole, mettons, du sarcome des Wings. Et ça ne coûte rien de participer à ces consortiums-là, d'être membre de ça, mais ça permet d'avoir accès à ces protocoles-là. Mais pour y avoir accès, surtout en plus, c'est souvent des protocoles américains, ben là, il y a tout le régulatoire qui est complexe. Donc, Puis c'est ça, ce que j'allais dire, c'est que c'est pas du tout les compagnies pharmaceutiques, là, c'est pas pour pousser des molécules, il n'y a personne qui fait de l'argent avec ça. C'est des consortiums académiques dont le seul but est de mieux guérir, de guérir avec moins de toxicité, parce que là, il y a des diagnostics où on guérit vraiment, vraiment beaucoup, mais on guérit avec des séquelles. Donc là, maintenant, les études aussi de recherche clinique, c'est aussi de diminuer des toxicités. Ben là, on prend ces protocoles-là dans ces consortiums académiques-là qui coûtent rien, mais c'est de faire venir les protocoles, les faire autoriser au Canada, tout ça. Fait que là, tu as besoin d'une grande équipe et ça, tu n'as aucun financement pour ça. Le système de santé ne donne rien pour ça. Il n'y a pas de pharma, comme je vous dis. Donc, c'est de la recherche clinique académique dans un seul but de mieux guérir. Et comme oncologue pédiatrique, ça serait insensé de traiter des enfants d'oncologie pédiatrique si tu n'as pas accès à ces protocoles-là. On aurait l'impression de traiter des enfants avec des traitements passés date. Donc, c'est essentiel. Donc, c'est bizarre, c'est essentiel, mais pourtant, je dois dépendre de la philanthropie pour participer à ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que le camp est essentiel, sachant qu'il nous permet de financer cette recherche clinique-là, qui est le traitement du patient. Ce que l'enfant reçoit, c'est ce protocole-là. Donc, c'est pas des éprouvettes, là, quand on dit que c'est important de comprendre la recherche clinique, c'est pas Mhm. du tout de la recherche en éprouvettes, là. C'est le patient, il reçoit, mettons, le protocole de leucémie aiguë lymphoblastique sur le protocole de Boston. Ben, pour avoir accès au protocole de Boston, j'ai besoin d'une équipe de plusieurs personnes financées par les dons de Lucan. Donc, je ne sais pas, il a dit si c'est clair. Ben, je pense que ça explique bien. Tu insistes beaucoup sur le fait que c'est justement le traitement de l'enfant. On le comprend bien, ça ne se passe pas en laboratoire, ça se passe vraiment là, au niveau du traitement des enfants. Est-ce que tu dirais que la majorité des enfants font partie de protocoles en recherche clinique ou il y en a pour lesquels le traitement standard convient? Ça ressemble à quoi aujourd'hui, là? Bon, c'est ça. En fait, là, il y a eu des années où 75% des enfants traités en oncologie pédiatrique, peu importe où au Québec, étaient enrôlés sous des protocoles de recherche clinique. Donc, c'est fou, là. Donc, puis Mhm. s'il n'y avait pas ça, on ne donnait pas le bon traitement aux patients. Euh, c'est sûr que, tu sais, je disais toujours que le protocole le plus courant, c'est on compare au standard, puis souvent le bras nouveau, il fait mieux que le standard.
ça, c'est la fameuse phase 3 randomisée, mais il y a des traitements plus expérimentaux. Mais ça, c'est souvent les diagnostics plus mauvais ou les rechutes. Là, à ce moment-là, ça peut être de plus en plus expérimental. Il y a des phases 2, des phases 1. Donc, de plus en plus expérimental, c'est la phase 1, c'est la plus expérimentale. Mais en fait, ça nous permet d'avoir accès à différentes lignes de traitement parce qu'en 2024, euh, on a la chance d'avoir un plan A, un plan B, un plan C. Tu sais, il y a plusieurs lignes de traitement, ce qu'on n'avait pas avant, grâce à ces consortiums-là. Mais pour répondre à ta question, 75% des patients avant, bon, là, on est dans une période un peu plus creuse parce que dans les consortiums académiques, bon, là, il y a tout le. C'est sûr que, tu sais, au Canada versus aux États-Unis, des fois, il y a des protocoles qui ne peuvent pas s'ouvrir au Canada parce que les molécules actuellement sont autorisées juste aux États-Unis. Fait qu'on a plus de difficultés. On fait plein de démarches pour. Parce que, tu sais, il faut comprendre que nous, comme mon collègue, des fois, on voit très bien qu'un médicament est très, très, très prometteur. Ça a montré de l'efficacité chez l'adulte, par exemple, dans certains cancers. Mais pour qu'on puisse l'utiliser en pédiatrie, malheureusement, il faut plein d'années d'études. Tu sais, les enfants, quand même, c'est pas juste des petits adultes, là. Il y a la croissance, plein de choses. Fait que pour y avoir accès plus rapidement, pour ne pas attendre 10 ans, comme je disais tantôt, pour que ça devienne un standard, ben là, il faut vraiment faire des grosses démarches pour faire venir ces affaires-là. C'est pas que ça nous coûte quelque chose, le médicament, il ne nous coûte rien parce que dans le cadre du consortium académique, le médicament, il ne coûte rien, mais c'est vraiment l'histoire. Des fois là, au Canada versus aux États-Unis. Puis aussi, il y a des tumeurs où on a vraiment, vraiment bien fait. Donc, c'est de trouver aussi la nouvelle étude qui va ajouter quelque chose. Donc, là, il y a moins d'études ouvertes. Fait que là, on est tributaire de ça. C'est-à-dire que c'est sûr que si le patient arrive avec une tumeur où il n'y a pas d'études disponibles, ben, il va avoir le standard. Puis le standard, c'est bien correct. Mais je pense, grosso modo, bonhomme à l'an, je dirais que ça le entre 50 et 75% d'enrôlement, mais ça dépend s'il y a des études ouvertes. Euh, c'est sûr que le standard est toujours financé par le système de santé, si on peut prouver. Tu sais, comme par exemple, un très bel exemple là, qui est récent de cette année, là, euh, l'accès au consortium académique comme le Children Oncology Group, ça permet aussi d'avoir les résultats les plus préliminaires des études. Comme là, une des études les plus grosses qu'il y a eu dans les dernières années par rapport à la leucémie lymphoblastique, ils ont prouvé que l'ajout d'une thérapie ciblée qui est un anticorps monoclonal, donc la chimio standard, plus l'ajout d'une affaire qui s'attaque juste à la cellule leucémique, a d'un coup augmenté le pronostic de 8%. Juste l'ajout de cette molécule-là. Fait que là, cet été, là, ça a été le branle-bas de combat. Cette donnée préliminaire est arrivée du Children Oncology Group. Donc, pour avoir cette donnée-là, il faut que je sois membre. Pour être membre, il faut que j'aille l'équipe financée par le camp. Et euh, avant même que ça soit publié dans les revues scientifiques, avant même que ça soit autorisé par l'INES, Santé Canada, tout le COG a fait des gros meetings avec nous au Canada disant, ben là, ça n'a plus de bon sens de traiter comme avant, 8%, c'est énorme. Fait que là, ça a changé là, sur un dixaine, tout le monde s'est reviré, même si ça coûtait vraiment plus cher à l'hôpital, ben, on a prouvé par ces données-là qu'il fallait ajouter ça. Fait que là, le patient actuellement qui arrive, ben, il n'est pas sous une étude, parce que l'étude a fermé, parce que le bras sans l'ajout de ce médicament-là est plus acceptable parce que c'est 8% de moins. C'est ça. Fait que là, le traitement standard, c'est l'ajout de ça. Mais grâce à quoi? Grâce à cette donnée-là qu'on a eue grâce à la recherche clinique. Donc, ça, c'est un très, très bon exemple. Puis ça s'est passé dans les 3 derniers mois. Mm. Donc, là, le traitement standard, c'est devenu ça. Fait que le patient va arriver, il ne sera pas sous une étude, mais il va bénéficier de données fraîches, fraîches, fraîches qu'on n'aurait pas si on n'était pas dans ces consortiums-là de recherche clinique. C'est ça. Fait que c'est un peu ce que tu expliquais à chaque protocole, on améliore le standard finalement, puis nos standards deviennent de plus en plus élevés, puis on continue de chercher encore là, C'est encore plus pertinent pour les c'est ça. tumeurs où on arrive quasiment à 100%. Ben là, c'est de diminuer les Mm. toxicités, rendre ça plus court, rendre ça plus vivable. Mais il y a quand même encore, il ne faut pas l'oublier, des tumeurs où c'est très mauvais encore le pronostic. Et là, c'est d'autant plus pertinent d'avoir accès à ces protocoles de recherche clinique-là parce qu'il faut que ça avance. Ça ne peut pas se stagner comme ça. Les tumeurs que c'est 20% de survie, on ne peut pas se permettre de donner le traitement standard qui donne juste 20%. Donc, ça donne de l'espoir C'est d'avoir ça. accès à ce protocole-là qui a été créé, on ne l'oublie pas, juste pour le meilleur intérêt de l'enfant, pas Mm. pour pousser un médicament par une compagnie pharmaceutique, parce que ça, c'est beaucoup de choses. Les gens aussi, ils peuvent se poser cette question-là de dire, ben, parce que, par exemple, en oncologie adulte, dans d'autres domaines de la médecine, il y a beaucoup d'études pharma. Ça, c'est pas du tout pharma, là. Il n'y a pas de compagnie pharmaceutique là-dedans du tout, là.
Non, c'est ça. Puis on voit que tu nous parlais d'un 50 à 75 fait qu'on voit qu'en pédiatrie, c'est vraiment essentiel là, pour traiter les enfants. Tu nous disais que tout ça est sécuritaire, évidemment, tout ça est balisé, normé. Moi, je suis juste curieuse par rapport aux familles, justement, quand vous leur parlez de protocole de recherche ou de traitement comme ça, comment ils réagissent? Est-ce que pour eux, c'est justement plus une note d'espoir ou des fois, ils vont être craintifs? Comment c'est présenté aux parents? Ben, en fait, c'est pas évident parce que c'est une bonne question parce que là, on se remet là, dans la réalité, c'est qu'au jour 1 d'une annonce d'un cancer, là, au même moment qu'annoncer le cancer, il faut présenter un protocole de recherche, puis il faut avoir un consentement éclairé, éthique, etc. Faut pas forcer les gens. Euh, En fait, ils voient ça comme de l'espoir, mais il faut vraiment bien l'expliquer parce que il faut justement pas qu'ils voient ça que leur enfant qui est actuellement dans une situation de vulnérabilité soit un cobaye. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un protocole qui vise à être meilleur que le traitement standard historique. Puis, comme je vous dis, le traitement nouveau a rarement, là, le plus souvent, c'est soit qui, au pire, il fait idem au standard ou il fait mieux. Puis c'est ça que ça a fait sur 30 ans. La courbe, quand on regarde les courbes, là, quand on fait des présentations sur l'oncologie pédiatrique, les courbes, là, c'est des success stories là, avec la recherche clinique. Donc, on s'accroche en disant, bon oui, peut-être que d'ajouter tel médicament va rajouter des effets secondaires. C'est vrai que c'est pas. Il faut être honnête là, parce que c'est de la Mhm. recherche quand même. Donc, oui, il pourrait y avoir plus d'effets secondaires. Oui, peut-être ça pourrait baisser un peu plus les globules blancs. Mais le but, quand même, c'est vraiment d'améliorer le succès. Puis, comme je vous dis, quand c'est rendu dans des consortiums comme ça, comme tu disais tantôt, il a dit, c'est très, très, très contrôlé, très, très safe, là, tu sais, entre guillemets. Là. Mhm. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont été utilisées avant dans des phases de recherche beaucoup plus précoces, puis tu sais, c'est sécuritaire rendu là. Puis oui, il y a une potentialité d'effets secondaires, plus, mais en même temps, le traitement standard aussi, il y a plein d'effets secondaires, là. Donc, mais c'est très complexe. C'est très complexe au jour 1 d'expliquer et le diagnostic, et le pronostic, et le traitement de recherche. Et quand tu expliques un traitement de recherche, il faut t'expliquer, ben, si vous refusez, voilà c'est quoi le traitement standard, voilà c'est quoi la recherche, puis c'est quoi la différence de la recherche par rapport au standard. Fait que c'est d'une lourdeur incroyable, mais ça vaut la peine. La plupart acceptent, puis je pense qu'ils s'en remettent à nous, mais tu sais, c'est vraiment de l'expliquer que c'est vraiment juste dans le meilleur intérêt, puis c'est pas pour pousser. Comme je disais tantôt, des Mhm. médicaments, puis il n'y a pas de but lucratif derrière ça. C'est vraiment dans le seul but de mieux guérir, autant au niveau survie que qualité de vie, là. OK. Merci. Ben non, tu as raison, c'est pas évident, là, parce que les traitements commencent très, très, très rapidement après le diagnostic, hein, donc c'est toutes ces informations-là en même temps. Puis oui, c'est important que le On est parent souvent dans soit. l'urgence, là. Ben oui, c'est ça. Puis on commence le traitement tout de suite, donc on faut une autorisation tout de suite. Puis là, en Mm. pédiatrie, ben c'est ça, c'est les parents qui décident pour l'enfant, ben, tout Ben oui. dépendant de l'âge de l'enfant, mais puis si l'enfant a 8 ans et plus, ben, il faut son assentiment quand même. C'est quand même lui qui subit. Donc, Mhm. c'est quand même, tu sais, il y a toute une complexité éthique. Donc, c'est pour ça que la recherche clinique en oncologie pédiatrique, c'est vraiment très, très, très balisé. Il ne faut pas s'inquiéter. Puis tous les 4 centres d'oncologie pédiatrique au Québec, ben, ils ont tous les protocoles majeurs. Donc, chaque enfant dans les différentes régions, ben, les protocoles majeurs sont disponibles partout. S'ils ne sont pas disponibles partout, ben, en équipe, dans les 4 centres, on s'assure que pour une super hyper rare, ben, au moins un des 4 centres l'aura pour qu'on puisse avoir accès au Québec à cette molécule-là. Donc, il n'y a pas d'histoire de dire le protocole n'est pas disponible, on va devoir envoyer le patient ailleurs. C'est pour ça qu'on tient tant que ça à avoir ces protocoles-là, qu'on vous parle le camp pour continuer à nous soutenir là-dedans, parce que au Québec, grâce à tout ça, on a les meilleurs traitements disponibles au monde, puis ça, c'est sûr et certain. Euh, donc, les gens, il ne faut pas qu'il y ait d'inquiétude. On les ouvre, ces protocoles-là, qui sont incontournables grâce à l'EUCAM.
C'est ça, puis c'est ce que tu expliquais en fait, c'est que pour ouvrir ces protocoles-là, ce qu'on veut, c'est que on ait le plus de protocoles ouverts pour que le plus d'enfants puissent en bénéficier ou encore si on a un cancer qui est plus rare, ben, on veut être capable de Ouais, ben fournir c'est un ça. protocole. Ça, c'est un bon point. La rareté, c'est qu'en oncologie adulte, tu sais, quelqu'un se pourrait se poser la question, ben, pourquoi on ne fait pas ça en adulte pour que ça progresse aussi bien? C'est que là, ils sont tellement submergés par le nombre de cancers. Puis aussi, les cancers, c'est des cancers différents, beaucoup en lien avec les Mhm. habitudes de vie que les gens ont pu avoir, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que c'est très, très différent. Il y a beaucoup de pharma aussi dans les études. Puis même dans un même hôpital, des fois, les médecins ne traitent pas de la même façon le même cancer. En oncologie pédiatrique, la beauté, c'est que ces consortiums-là unissent tous les centres d'oncologie pédiatrique. Tout le monde traite pareil selon ces protocoles de recherche clinique-là. Que tu sois à Los Angeles, à Boston, à Québec, à Sherbrooke, à Montréal, on traite pareil. Puis, c'est ça qui permet aussi de faire avancer plus vite la science. Parce que là, le protocole, tu sais, ton peu de patients que tu as, ben, tu ne traites pas tout de suite tout seul dans ton coin. Parce que vu que ton protocole il est nord-américain, même international, ben, à la place de traiter juste 5 fois dans l'année ce type de cancer-là, tout seul dans ton coin, ben là, il y a 800 patients qui vont être traités. Puis les données de ces 800 patients-là vont faire que, oh, c'est comme l'exemple que je donnais tantôt pour la leucémie avec l'ajout du traitement ciblé. Ben là, ça a fait une réponse à une question qu'on Mm. avait, puis là, tout le monde a bénéficié de ça. Donc, regrouper ensemble, grâce à ces consortiums de recherche clinique-là, tous les patients de tumeurs très rares. Il y a des tumeurs qu'on voit une fois par 5 ans. Ben, donc, le protocole, on va Ben oui. l'ouvrir quand même au Québec. Puis peut-être qu'on n'aura jamais de patient. Puis il faut l'ouvrir quand même parce que si le patient arrive, il est trop tard pour l'ouvrir parce que c'est vraiment compliqué au niveau administratif d'ouvrir des faire autoriser, comme je disais tantôt, Comité Mhm. d'éthique, Santé Canada, traduction, tout équipe. Euh, donc, il faut qu'il soit ouvert ce protocole-là parce que s'il arrive un patient, ben, on ne pourra pas l'ouvrir en urgence. Donc, c'est pour ça que, mettons, à Québec, on a une soixantaine de protocoles d'ouvert. Puis, même chose pour les autres centres. Puis, il y a des gens qui ont aussi d'autres consortiums que les consortiums principaux. Euh, mais c'est ça, de mettre en groupe les tumeurs rares pour que finalement, même s'ils sont Mm. rares, il va y avoir une avancée. C'est vraiment important. Ben oui, puis c'est vraiment ce qui est important au niveau, ce qui est impressionnant au niveau pédiatrique, là, comme tu dis, contrairement à l'adulte. Puis de là, l'importance du financement et des équipes, parce que comme tu l'expliquais, ça demande beaucoup de temps à l'équipe d'ouvrir ces études-là, de maintenir les exigences de qualité, de formation et de conformité. De là, l'importance du financement de l'EUCAM parce que euh, comme tu l'as dit, il y a peut-être des cancers qui vont arriver une fois par année, une fois par 5 ans, mais il faut que le protocole soit ouvert parce qu'on ne voudrait pas être le parent qui se fait dire, ben malheureusement, on n'a pas accès au meilleur traitement parce qu'on n'a pas pu ouvrir le protocole. Donc, d'où l'importance de travailler ensemble. En terminant, tu nous en as glissé un mot là, à travers tes réponses, mais outre le fait que le taux de guérison a grandement là, augmenté grâce à la recherche clinique, ce serait quoi les autres gros avantages là, justement de toujours vouloir faire évoluer les traitements? Euh, ben, ce que ça a fait de façon très, très, très claire, ça a fait que le traitement s'est bonifié de protocole en protocole. Par exemple, pour la leucémie lymphoblastique qui est le cancer le plus fréquent en pédiatrie, ben, le protocole, il y en a un nouveau à chaque 3 ans. Ben, le nouveau a toujours fait mieux, puis ça a fait une courbe exponentielle. Sur la survie, première chose. Mhm. Euh, Deuxième chose, pour ce genre de tumeur-là qu'on guérit vraiment bien maintenant, ben, là, c'est les effets secondaires. Donc là, on vise, parce que c'est un traitement très désagréable. Donc là, on guérit, mais là, il faut mieux guérir. Donc, là, la recherche clinique s'adresse aux effets secondaires. Donc, exemple, en lymphome d'Hodgkin, ben là, les protocoles essaient d'ôter la radiothérapie pour éviter les Ouais. effets secondaires à long terme de la radiothérapie. Donc, il y a un groupe sans radiothérapie, tout ça. Fait que, tu sais, quelqu'un pourrait dire, ah, ben, il y a un certain risque. Oui, mais c'est un risque contrôlé parce que pour arriver à cette étude-là majeure, il y a eu plein de petites études qui pointent dans cette direction-là. Mais moi, tout seul dans mon coin, je ne peux pas décider d'ôter la radiothérapie, mais il y a clairement un bénéfice potentiel. Donc, diminuer les effets secondaires. Donc, deuxième avantage très important. Troisième avantage qu'on vient de dire juste avant, c'est vraiment regrouper les connaissances de tout le monde. Parce qu'une tumeur rare,
Si tu traites tout seul dans ton coin, dans ta carrière, tu vas en avoir vu deux. Fait que tu ne vas pas faire beaucoup avancer la science si tu en as vu deux, là. Donc, il faut vraiment que tu mettes toutes les connaissances ensemble de cette tumeur rare-là, puis c'est ça qui va permettre de, de faire avancer les données sur cette tumeur-là, puis de faire avancer le succès du traitement de cette tumeur-là. Euh, bon, c'est sûr que là, en 2024, au-delà de ce que j'ai expliqué en recherche clinique, il y a aussi plein de volets autres. Le patient, il peut aussi participer à des volets plus fondamentaux parce que le cancer, de plus en plus, il y a des mutations dedans, etc. Fait que c'est sûr que le patient peut participer. La grande plus-value de la recherche clinique, c'est quand même le traitement que le patient va avoir. Puis ça, Mhm. le patient, pour répondre à ta question de tantôt, il répond rarement non quand l'étude est intéressante. Mais ils peuvent refuser un volet d'analyse de sa tumeur, par exemple, parce que là, ces consortiums-là offrent aussi des analyses spéciales, mieux comprendre la tumeur, en arriver à des nouvelles molécules, tout ça. Fait que ça, il y a des volets plus fondamentaux parce qu'au-delà de faire des mix de recettes, ben, c'est bon aussi d'ajouter des molécules. Comme tantôt, ce que je disais, la molécule ciblée, ben, emmener, il a fallu la développer, cette molécule-là. Puis ça, c'est de la recherche pas clinique, là, c'est de la recherche d'un autre type, tu sais. Fait que là, ces consortiums de recherche clinique-là offrent ces potentiels-là d'analyse spéciale. Il y a une fois où l'étude très, très importante des leucémies lymphoblastiques, c'était un test qui a été développé par la recherche clinique. C'est-à-dire que à la fin du mois d'hospitalisation pour la leucémie, ils faisaient un dosage spécial pour quantifier exactement combien de leucémie restait. Ça n'existait pas ça avant. Fait que si tu avais en bas de 0,01%, tu étais un excellent répondeur, tu pouvais rester faible risque. Si tu es en haut de 0,01%, là, il fallait intensifier ton traitement. Mais ça, c'était expérimental de décider de intensifier versus diminuer le traitement. Parce que là, tu adaptes le traitement, tu individualises. Ça, c'est une des choses aussi que ça fait la recherche clinique, ça l'individualise le traitement versus avant, on traitait tout le monde pareil. Ben là, ce fameux test-là qui s'appelle la maladie minimale résiduelle, ben, c'est devenu un standard. Grâce à cette étude-là qui a eu lieu en 2005, genre, ben, là, maintenant, ce test-là, puis en 2005, on n'y avait pas accès à ce test-là au Québec. C'est pas un test qu'on pouvait faire au Québec. Donc, le spécimen de le sang ou de la moelle de l'enfant est envoyé aux États-Unis. On recevait le résultat, qui était un traitement recherche, ben, un test recherche. Mais maintenant, ça serait criminel de ne pas utiliser ce test-là, tu sais. Mais c'est grâce à cette étude-là. Puis ça, c'était de la recherche clinique. Donc, il y a aussi les analyses qui peuvent finalement nous devenir disponibles au Québec si l'étude a montré que c'est concluant. Mais avant que le gouvernement accepte de payer ces analyses-là, ben, on y a eu accès via de la Mhm. recherche. Donc, c'est vraiment tout ça que ça permet. C'est vraiment, vraiment important en oncologie pédiatrique. Donc, tous ces volets-là. Merci. Ben, je pense que tu nous as bien expliqué ça. On arrive au bout du temps. On aurait pu en jaser encore bien longtemps. Merci. Merci, Bruno, d'avoir été avec nous, de nous avoir donné toutes ces informations intéressantes-là. On va retourner avec Lisanne pour la période de questions. Merci, j'ai appris encore plein de choses. Ça fait presque 13 ans que je suis à l'UQAM, puis j'apprends encore plein d'éléments. Je trouve ça super intéressant. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Donc, c'est le temps, si jamais vous voulez poser des questions, de le faire dans le Q&A. J'en ai une déjà. Avec quel type de séquelles les enfants doivent-ils vivre à la suite des traitements? Parce que vous avez parlé des effets secondaires. Tu sais, quand on parle que la recherche clinique permet justement de diminuer les séquelles, ça veut dire quoi exactement? En fait, ça, c'est un gros problème, les séquelles des chimios. Donc, par exemple, il y a des chimios qui donnent de la toxicité au cœur. Donc, toute la vie, il faut que l'enfant soit suivi pour évaluer son cœur parce que ça pourrait arriver que son cœur devienne moins fort au niveau du muscle cardiaque. Donc, le protocole de recherche clinique a ajouté un cardioprotecteur pour éviter cette séquelle-là ou a essayé de retirer cette chimio-là des protocoles, puis finalement, ça a marché, puis c'était correct, tu sais. Donc ça, par exemple, le cœur, la radiothérapie, c'est des risques de cancer dans 10 15 ans. Ben là, tu guéris de ton cancer, puis là, tu as un risque de cancer à cause de la radiothérapie. Donc, des protocoles de recherche clinique qui actuellement retirent la radiothérapie pour, par exemple, ceux qui, après un mois de traitement, ont une bonne réponse. Les bons répondeurs, on ôte la radiothérapie,
les mauvais répondants, on la laisse parce que le but quand même initial, c'est quand même de guérir la personne. Si tu peux le retirer, tu le retires, mais si tu ne peux pas le retirer, tu ne le retires pas. Mais c'est tout éviter ces séquelles-là, là. Donc, le cancer secondaire. Après ça, il y a, il y a différents agents de chimiothérapie comme ça qui peuvent avoir des effets secondaires à long terme. Puis sachant qu'on guérit beaucoup en oncologie pédiatrique, ben, le long terme est très long, là. C'est-à-dire que si on guérit d'une leucémie un patient de 4 ans, il y a toute sa vie à vivre après ça. Donc, c'est vraiment important d'éviter les séquelles de tout ordre, là. Ça pourrait être une présentation en soi, les séquelles potentielles des traitements d'oncologie pédiatrique, mais la recherche clinique, elle s'adresse beaucoup à ça maintenant. OK, merci. Ça m'éclaire sur cet aspect-là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient poser des questions sur la présentation ou sur la recherche clinique en général? Moi, je ne vois pas d'autres questions dans le. Ah oui. Faites-vous un suivi à long terme des enfants devenus adultes est-ce que vous surveillez les rechutes? Oui, 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 tout à fait. Si on parle de recherche clinique, en fait, les protocoles de recherche clinique suivent les enfants vraiment, vraiment, vraiment longtemps pour savoir justement, tu sais, toutes les données sont collectées pour savoir finalement euh, la survie à long terme, les séquelles à long terme. Donc, ça, la partie recherche, mais même les patients hors recherche, en oncologie pédiatrique, ce qui est une grosse différence de l'oncologie adulte, comme je disais tantôt, vu qu'ils ont une longue vie après leur traitement de cancer, on les suit en fait très, très longtemps. Puis en fait, ça, c'est un volet très important en oncologie pédiatrique, les cliniques de suivi à long terme, qui sont de plus en plus développées, là, justement. C'est en train de se structurer au Québec, là. En fait, ils sont suivis pour la rechute du cancer pendant 5 ans après la fin des traitements. Ça, c'est avec des imageries, des prises de sang, tout ça pour être sûr qu'ils ne rechutent pas. Mais au-delà du 5 ans, là, c'est plus vraiment la rechute, là. Après 5 ans, tu es guéri. Au-delà du 5 ans, là, c'est les séquelles on suit l'enfant, donc une fois par année pour détecter s'il y a des séquelles, l'apprentissage, la croissance, les cancers secondaires, euh, l'obésité, plein de choses. Euh, ça, c'est à vie, mais tu sais, c'est tout dépendant des hôpitaux, là. Il y a des gens qui peuvent les suivre jusqu'à 18 ans. Après ça, ben là, il faut envoyer tu sais, il y a des cliniques de suivi à long terme dans certaines régions qui les suivent toute la vie. Mais sinon, il faut vraiment bien guider le médecin de famille. Il y a des très, très bons guidelines de si le patient a reçu tel traitement, tel chimio, quel suivi il faut faire, les prises de sang une fois de temps en temps. Tantôt, je parlais de la chimiotoxique pour le cœur, ben, faire des échographies cardiaques aux 3 ans, toute la vie. Tu sais, ça, c'est très, très bien structuré, là. Avant, c'était négligé, mais là, vraiment, c'est très, 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 très bien organisé. Donc, on ne laisse rien au hasard. On les suit, en fait. Pas nécessairement les équipes d'oncologie pédiatrique, parce qu'à un moment, ils deviennent adultes, mais ils sont suivis très, très longtemps. Certains même toute la vie. OK, merci. Préventivement, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien, c'est des gens qui ont une vie normale, mais c'est préventivement. Parfait. J'ai combien d'enfants par année qui bénéficient de la recherche clinique? C'est une très bonne question. C'est difficile OK. à dire, mais tu sais, il y a à peu près 300-400 cas de nouveaux cancers par année au Québec. Euh, donc, on disait qu'il y a peut-être, bon an, mal an, entre 50 et 75 de patients enrôlés dans des protocoles. Donc, c'est peut-être, mettons, on dit la moitié, ben, il y a peut-être 150 patients par année qui sont enrôlés sur du protocole de recherche. Euh, et qui fait que leur traitement est bonifié. Je dirais peut-être, mais il faudrait vérifier les chiffres, mais c'est sûrement dans ces eaux-là. Puis, en plus des nouveaux cas, parce que les études ne sont pas toujours pour les patients en première ligne de traitement, il y a des études de rechute, donc ça s'ajoute. Donc, c'est sûrement plus que le nombre que j'ai dit, parce qu'il y a des études de rechute, l'étude de greffe de moelle osseuse, il y a des études aussi, des fois, juste rétrospectives pour essayer de comprendre. En fait, des études qui ne sont pas le traitement du patient, mais juste des analyses de données. Donc, des études, il y en a plein, plein, plein. Donc, vraiment beaucoup de patients en bénéficient, là. C'est vraiment incontournable, là. Puis, une chose que j'ai peut-être pas dit dans la présentation, parce que où va l'argent finalement si le traitement ne coûte rien?
ben, le traitement, il coûte rien, mais c'est de l'obtenir qui fait que tu as besoin d'une équipe. Puis cette équipe-là, là, qui peuvent être, le nombre est différent d'un hôpital à l'autre, mais par exemple, un hôpital pourrait avoir besoin de 7 employés là, pour faire venir les protocoles, les passer au comité d'éthique, les traductions, tout. Tu sais, ça paraît beaucoup, là, mais c'est vraiment une grosse démarche administrative. Quelqu'un pourrait dire, ben, voyons donc, c'est de la bureaucratie, mais le problème, c'est qu'il faut passer par là, on n'a pas le choix. Euh, on n'a pas à développer le protocole, il existe déjà, mais c'est de le faire venir au Canada avec les lois canadiennes, québécoises, les règles de l'hôpital, l'éthique. Ben, ça prend du monde. Puis ça, vu que c'est qualifié comme de la recherche, ben, c'est pas payé par mon hôpital. Donc, il faut engager ces 7 personnes-là. Euh, puis c'est ça qui coûte de l'argent, en fait. Mm. J'ai une question secondaire par rapport à ça. Donc, le camp, qui est une fondation, un OBLL, euh, euh, doit, dans ce cas-là, assurer un revenu stable année après année. Qu'est-ce qui se passerait si on avait un mauvais revenu, puis qu'on ne serait pas capable de financer ça? Moi, je vais peut-être répondre à cette question-là. Euh, ben, ou peut-être Élodie, là, mais tu sais, je sais que moi, ça fait 13 ans que je suis à l'EUQAM, puis les aspects de recherche, tu sais, nous, on a des ententes avec tous les centres d'oncologie pédiatrique, et puis on assure vraiment une grosse partie des budgets de recherche sont vraiment assurés année après, année après année, pour pas qu'il y ait de fluctuations. Mais c'est sûr que si demain matin, on n'avait plus aucun donateur qui nous aidait, ça serait difficile, là. Fait que cet aspect-là est vraiment super critique, mais on a quand même, tu sais, c'est pas quelque chose notre investissement, il fluctue pas, là, de façon très, très majeure année après année. Élodie, je ne sais pas si tu veux compléter. Tu as très bien répondu, c'est exactement ça. Oui, ça peut arriver des années au global là, que les revenus de l'EUQAM vont fluctuer. Par ailleurs, au niveau de la recherche clinique, c'est une enveloppe à part à laquelle on essaie de ne pas toucher. Donc, on va couper dans plein d'autres choses autour s'il faut. Mais l'enveloppe au niveau de la recherche clinique, là, on y touche pas. Moi, bon, je disais, ça fait 3 ans, là, ça fait pas si longtemps, mais depuis les 3 dernières années, c'est vraiment une priorité. Et comme je dis, là, si on doit couper, on le fait ailleurs, mais on essaie de ne pas toucher à cette enveloppe-là. Comme tu as dit, Lisanne, par contre, si jamais ça arrivait, c'est sûr que ça serait, je pense qu'il y aurait des conséquences là, au niveau des différents centres hospitaliers. Parce que comme Bruno l'expliquait, ben, c'est sûr qu'eux ont des équipes, ils ont des gens en poste qui sont financés pour maintenir tous ces protocoles-là. Donc, c'est sûr que ça serait plus difficile, là, ça serait plus compliqué. Là. Pour une vision plus clinique de ma part, en fait, pour répondre à la question de la personne, ça serait catastrophique si, disons, le camp existait. Mettons, d'un jour au lendemain, le camp n'existerait pas. Puis je comprends que vous maintenez les montants, puis c'est super, mais mettons là, que il n'y aurait pas ces montants-là du tout, ben, ça ne marcherait pas. Puis il faudrait, si par exemple, un centre hospitalier au Québec, un des 4 qui fait de l'oncologie pédiatrique, dépend uniquement du don de Leucan, puis il n'y a plus le don de Leucan, ben, tous les patients de cette région-là devraient être envoyés à un autre hôpital parce que l'oncologue aurait l'impression, ben, pas juste l'impression, l'oncologue ne donnerait pas le bon traitement à son patient. Donc, c'est à ce point-là, là. Donc, il faudrait que le centre hospitalier, ben, premièrement, oui, c'est vrai que les employés pourraient plus maintenir leur emploi, mais c'est pas, tu sais, en fait, le problème principal, c'est que l'enfant n'aurait pas le bon traitement à ce centre hospitalier-là. Donc, il faudrait qu'il soit référé à un autre. Mais est-ce que tous les centres n'auraient pas les protocoles, sachant que les 4 centres dépendent de l'argent de camp? Mais comme je vous dis, ça dépend du modèle financier de chacun parce que tu sais, c'est sûr qu'on essaye, nous, de pas juste dépendre d'une seule source parce qu'on se dit, effectivement, si ça l'arrivait, on serait en problème parce que c'est pas correct de traiter en oncologie pédiatrique si tu n'as pas accès à ces consortiums de recherche clinique-là. Donc, ça serait catastrophique si le camp ne serait pas là pour nous aider. Il faudrait peut-être faire des représentations à ce moment-là je sais pas, au gouvernement, tout ça, parce que quant à moi, le meilleur traitement de l'enfant, c'est ça. Donc, ça devrait être théoriquement payé par le système de santé. Mais vu que c'est de la recherche, c'est facultatif, optionnel selon eux. Donc, jamais ils vont financer ça. Mais quand tu regardes en Ontario, le modèle est complètement différent. Puis,
tu vois que ça dépend peut-être moins de la philanthropie parce que je pense qu'ils ont compris ça mieux qu'ici peut-être. Mais ici, ça a été essayé mais à multiples reprises. Puis si on n'a pas la philanthropie, ça ne marchera pas. Donc, mais bon, peut-être que ça va changer dans les prochaines années parce que quand on comprend bien le concept, tu dis, ben, ça n'a vraiment pas de bon sens, là. Ça n'a vraiment pas de bon sens qu'on dépende de dons pour donner le meilleur traitement à ces enfants-là, tu sais. Je vais peut-être, là, on a dépassé un petit peu. Là, il est 12h50. Donc, je vais prendre une dernière question. J'ai comment les investissements en recherche clinique se coordonnent entre le camp Charles Bruno et les fondations des hôpitaux pédiatriques? Je ne sais pas si c'est Ben, toi. ça, c'est vraiment une excellente question. Ben, en fait, c'est que c'est pas la même type c'est pas le même type de recherche. C'est pour ça que c'est important de. Chaque fondation a son créneau, puis la recherche clinique, quand je parle de recherche clinique, c'est vraiment le traitement, le protocole de recherche clinique, c'est le camp. Par exemple, Charles Bruno finance le séquençage, la caractérisation du cancer pour en arriver à trouver des cibles, trouver des médicaments qui vont cibler, donc bonifier de cette façon-là. Mais c'est vraiment deux choses complètement essentielles. Les deux, c'est complètement essentiel, mais c'est différent. Donc, pour la recherche clinique, de ce que j'ai parlé tantôt, le Children Oncology Group, les protocoles, ça, c'est financé par le camp. Charles Bruno, c'est autre chose. Donc, c'est pas, on ne cumule pas les fondations par rapport à ça. Chaque fondation a sa mission, son mandat. Puis les fondations hospitalières, c'est là que je disais pour boucler le budget, parce que l'UQAM, c'est le principal bailleur de fonds en recherche clinique, mais c'est pas 100. Par exemple, moi, si je parle pour mon hôpital, c'est pas 100%. Donc, je dois faire des ententes, d'essayer de chercher de l'argent philanthropique aussi. Là. Comme je vous dis, il n'y a pas de pharma là-dedans. Puis c'est pas Charles Bruno, c'est vraiment de l'argent qu'on reçoit par don, tout ça. Puis, mais c'est pas directement la Fondation de l'hôpital qui nous donne d'emblée pour ça, parce que la Fondation de l'hôpital, elle n'a pas dans son mandat de financer la recherche clinique en oncologie pédiatrique, mais nous, on a quand même certaines collectes de fonds qu'on essaie de faire via eux, mais par notre initiative pour boucler le budget. Mais d'autres hôpitaux au Québec, ben, ils vont dépendre juste de l'UQAM. D'autres vont avoir d'autres modèles. Mais les fondations, ils ont vraiment des mandats très, très distincts. Donc, c'est pas un cumul de choses comme ça, là. Je sais pas si Parfait, c'est clair. bien. Oui, c'est très clair, merci. Ben, je pense que ça va être le mot de la fin parce que si je veux que les gens puissent retourner à leurs occupations, vous aussi. Mais je voulais vraiment vous remercier, Dr. Michon, d'avoir accepté avec autant de générosité et de passion. Là, on sent que vous êtes passionné par votre sujet, de nous en apprendre plus sur la recherche clinique. Un immense merci à Élodie, ma collègue qui gère ça de main de maître à l'EUQAM. Donc, je pense qu'on est mieux informé là, maintenant, puis on connaît un petit peu plus le contexte de la recherche clinique. Un gros merci à ma collègue Anne Marcotte là, qui a assuré la régie du tête-à-tête. Donc, puis merci aussi à vous tous qui avez pris le temps sur votre heure de dîner pour venir écouter notre discussion. Là. C'est vraiment super précieux pour nous, puis on l'apprécie vraiment beaucoup. Donc, on espère vous revoir au prochain tête-à-tête. Au revoir.